Lumière. 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 Lumière sur les protéines membranaires avec Christophe Chipot, directeur de recherche au CNRS ou LPCT à Nancy. Pour développer de nouveaux médicaments, un des axes majeurs est la compréhension des mécanismes cellulaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'infiniment petit, au cœur de nos cellules et de nos tissus. Nous partons explorer l'univers complexe des protéines membranaires. Celles-ci représentent un tiers des protéines de notre génome. Elles sont déterminantes dans différents processus biologiques, par exemple la réponse immunitaire, le transport d'oxygène, la digestion. Mais on va faire la lumière sur tout cela, sur ce sujet, avec Christophe Chipot. Il est directeur de recherche CNRS au laboratoire physique et chimie théorique. C'est un laboratoire CNRS Université de Lorraine. Il est physicien et chimiste théoricien, spécialisé dans le domaine de la modélisation moléculaire et de la simulation informatique. Bonjour Christophe. Bonjour Véronique. Vous avez obtenu un financement ERC du Conseil européen de la recherche. C'est un financement important et d'ailleurs le critère essentiel de sélection, c'est l'excellence scientifique. Alors avant de nous préciser ce que va apporter ce financement pour vos recherches, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre projet Milli in Micro ? Avec mon projet Milli in Micro, je cherche à résoudre les défis liés à l'étude des protéines membranaires, qui sont des acteurs clés de la communication cellulaire, en comblant le fossé entre les limites techniques de la biologie structurale, qui en offre une vue statique, et les contraintes temporelles des simulations numériques, qui, elles, en donnent une vue dynamique. Alors, en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond, Milli in Micro analyse les énormes quantités de données générées par les simulations pour extraire les variables qui contrôlent les mouvements importants au sein de ces protéines membranaires. Et en manipulant spécifiquement ces variables, nous pouvons explorer efficacement les différentes conformations adoptées par les protéines membranaires et décrypter les mécanismes moléculaires qui régissent ces changements de forme, de conformation, et ainsi la fonction biologique. Cette approche offre également une nouvelle perspective pour appréhender les dysfonctionnements liés aux mutations génétiques et ouvrir une nouvelle voie à la compréhension des maladies qui leur sont associées. Alors, parce que là, c'est théorique et c'est de la recherche fondamentale, hein. Donc, mais concrètement, quand même, comment procédez-vous ? Quelles sont vos principales étapes dans votre projet et quels sont, entre guillemets, vos outils de travail ? Alors, je pense qu'effectivement, on a compris qu'il y avait des ordinateurs assez puissants, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Oui, alors Milli in Micro, c'est d'abord et avant tout un projet de développement de méthodes originales qui repose sur le big data et l'apprentissage profond. Ce qu'on cherche à faire, c'est cartographier le chemin qui connecte deux conformations, deux formes distinctes de la protéine membranaire et le passage entre ces deux formes sous-tendant, comme je l'ai mentionné précédemment, la fonction biologique. Pour avoir la fonction biologique, il faut qu'il y ait un changement de forme de la protéine membranaire. C'est le cas des protéines membranaires de type transporteur qui sont enchâssées dans la membrane et qui s'ouvrent et se ferment de part et d'autre de la dite membrane et changent de forme au fur et à mesure qu'elles importent et exportent des petites molécules nécessaires au fonctionnement de la machinerie cellulaire. L'expérience nous fournit une information précieuse sur l'arrangement spatial des atomes qui constituent la protéine dans l'une ou l'autre de ces formes distinctes. Mais hélas, elle ne nous dit pas grand-chose sur le passage d'une forme à l'autre. Et donc la méthodologie que nous développons apprend à partir de simulations numériques la transition naturelle d'une forme, conformation, de la protéine membranaire à sa forme alternative. C'est le premier jalon du projet. Et son passage à l'échelle, pour pouvoir aborder des objets biologiques réalistes, fait d'une centaine de milliers aux millions d'atomes, dont on va suivre le mouvement au cours du temps.
La seconde étape majeure de Millie in Micro, c'est l'application de cette méthodologie, lorsqu'elle sera prête, à une protéine, une enzyme pour être exact, fondamentale chez le vivant et ubiquitaire de la bactérie aux espèces supérieures. Et cette protéine, cette enzyme, c'est l'ATP synthase, responsable de la transformation de l'adénosine diphosphate ou ADP en adénosine triphosphate ou ATP, qui est le fuel de la vie. Nous en brûlons l'équivalent de notre propre poids tous les jours. Donc il est important, dans les conditions physiologiques normales, que le renouvellement de cet ATP soit parfaitement assuré. L'ATP synthase est non seulement une protéine membranaire, mais c'est aussi et surtout, avant tout, un moteur moléculaire, dont le rendement dépasse très largement celui du meilleur moteur conçu par l'homme, puisque le travail mécanique associé au changement de conformation de la protéine est intégralement converti en énergie chimique pour la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP. Quasiment 100% par rapport à un moteur à explosion qui est même pas 50%. C'est énorme. C'est énorme. Et donc nous souhaitons comprendre comment ces enzymes ont évolué au cours du temps pour atteindre un tel niveau d'efficacité et en creux, en tirer des leçons pour le design de moteurs moléculaires synthétiques. Nous souhaitons également comprendre comment de simples mutations au sein de l'enzyme, le remplacement d'un ou plusieurs acides aminés, affectent le renouvellement en ATP de façon dramatique et sont à l'origine de pathologies encore pas très bien appréhendées. On a évoqué tout à l'heure que vous aviez reçu un financement ERC de l'Europe qui est très difficile à obtenir et qui a un montant assez important. Que va-t-il apporter à vos recherches ? Il va d'abord m'apporter un peu de sérénité pour les 5 années à venir, car, comme vous le savez, les chercheurs consacrent une part considérable de leur vie professionnelle, de leur activité professionnelle, à la recherche de financement. Et ça, c'est une dérive qui est entretenue par une multiplication démesurée des appels à projets, souvent pour des montants peau de chagrin. Le président du CNRS, Antoine Petit, s'en est d'ailleurs ému récemment lors de son intervention devant les directeurs, l'ensemble des directeurs d'unité du territoire. Dans mon domaine, celui qui est celui de la théorie, les financements français, notamment via l'Agence nationale de la recherche, équivalent peu ou prou au 10e d'un financement ERC Advanced et sont souvent plus contraignants, ne serait-ce que parce qu'ils imposent un partenariat, une espèce de mariage de raison avec d'autres équipes de recherche. Le ERC, à contrario, finance sur une base méritocratique une recherche individuelle et donne à celle-ci de véritables moyens humains et matériels. Donc, dans mon cas, au cours des 5 prochaines années, je vais pouvoir recruter et donc faire venir en Lorraine un total de 8 postdoctorants et acquérir un équipement unique, toujours en Lorraine, qui sera accueilli au data center mutualisé lorrain qui vient d'être inauguré pour des simulations numériques couplées à l'apprentissage profond. Alors, nous sommes toujours curieux et curieuses de connaître les parcours des scientifiques que nous rencontrons. Quel a été le vôtre ? Alors, j'ai suivi un cursus universitaire on ne peut plus classique qui m'a conduit à un doctorat en chimie théorique, au cours duquel j'ai commencé à m'intéresser au processus du vivant et je dois dire cet intérêt n'a cessé de croître lors de mes 2 post-doctorats, d'abord à l'Université de Californie, à San Francisco, dans son département de chimie pharmaceutique, puis au centre de recherche Ames de la NASA, dans la Silicon Valley, dans le département d'exobiologie, où j'ai travaillé au milieu d'une communauté hétérogène de chimistes, d'astrophysiciens, d'astrobiologistes ou encore de paléontologues. Le CNRS m'a recruté à l'issue de ces 2 post-doctorats sur un sujet de recherche s'articulant autour de la membrane et de ses composants cellulaires. Et aujourd'hui, même si je reste très attaché à mon institut d'appartenance, qui est Chimie CNRS, anciennement INC, je me sens plutôt biophysicien que chimiste, et c'est ce que traduisent d'ailleurs mes affiliations, d'une part à l'Université de Chicago,
et d'autre part l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign, dont le CNRS est un partenaire depuis 12 ans à travers un laboratoire international associé, ou maintenant IRP, qui regroupe des biophysiciens, des biochimistes, des mathématiciens, des physiciens et des chimistes, et dont j'assure l'animation depuis ces 12 ans. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui cherchent un peu leur voie qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil de base pour poursuivre des études dans quelque domaine que ce soit, en fait? Travailler dur. Je pense que la culture scientifique est importante et rester le plus ouvert d'esprit le plus longtemps possible. Ne pas s'enfermer dans un domaine, cultiver son jardin et rester le plus ouvert d'esprit possible, le plus longtemps possible. Et ne pas hésiter à explorer plusieurs domaines à la fois, jusqu'à trouver celui qui nous convient le mieux, dans lequel on se sente bien. Et je dois dire que moi, ça a pris du temps, en fait, avant que je trouve vraiment ma voie. Et pas se fermer de porte, voilà. Surtout pas se fermer de porte. Merci beaucoup pour toutes les explications sur votre sujet de recherche, qui me semble effectivement être très intéressant et dont on verra peut-être un jour, dans quelques années, des applications dans le domaine médical, puisqu'en fait, c'est la vocation finale des recherches quand même fondamentales. J'espère qu'on vous rencontrera prochainement, peut-être dans quelques temps, pour voir l'avancée de ce projet. Et puis, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Lumière sur les protéines membranaires avec Christophe Chipot, directeur de recherche CNRS ou LPCT à Nancy.